Bonsoir à tous, jeudi 28 mars, bienvenue dans le 7-8 journal préparé par la rédaction de TV 78. Tout de suite les titres de cette édition. Le lancement de l'association Élus Local Yvelines ce matin à Saint-Germain-en-Laye, portée par la sénatrice Marta de Cidrac. Elle fait la promotion des femmes en politique sur le territoire. Le département mauvais élève en la matière avec moins de 20% de femmes maires de communes. Le site Étabuc, le centre d'éducation et d'élevage Jacques Bougnol, forme une quinzaine de chiens guides pour les personnes aveugles ou malvoyantes. Une formation qui coûte 25 000 € par animal. Ce matin, le préfet des Yvelines, Jean-Jacques Brault, s'est rendu sur place. Et nous allons vous donner l'envie de vous divertir à la fin de ce journal avec le Backboard, un jeu 100% yvelinois, imaginé et conçu par un habitant de Saint-Rémy-les-Chevreuses, François Guérin. C'est le portrait de la rédaction. Sur ce plateau, tout à l'heure, des invités aussi. Nous parlerons de la collecte lancée par une association de La Verrière pour le Mozambique, le pays d'Afrique ravagé par le cyclone Idai. Et nous évoquerons également les 50 ans de l'association Entraide Scolaire Amicale, anniversaire au niveau national, mais aussi au niveau local, puisque l'antenne de Guyancourt fête ses 10 ans. Mais avant cette information, une partie du mur d'enceinte de la maison centrale de Poissy s'est effondrée aujourd'hui. Les faits se sont produits alors que des travaux de réhabilitation étaient effectués sur ce mur. Effondrement de plus de 30 mètres de long du côté de l'avenue des Ursulines. L'axe est fermé à la circulation jusqu'à nouvel ordre. Un périmètre de sécurité a été mis en place. La mairie de Poissy recommande d'éviter le secteur. Aucun détenu n'a pris la fuite et aucun blessé n'est à déplorer pour le moment. La parité, cause difficile à obtenir, et c'est le cas aussi en politique. Le département des Yvelines est celui qui compte le moins de femmes maires en Île-de-France. La sénatrice Marta de Cidrac et d'autres élus se mobilisent donc pour une plus grande présence et reconnaissance des femmes politiques. Elles ont lancé ce matin l'association Eli. Les détails de Manon Varaldo. Les Yvelines sont le département qui compte le moins de femmes maires dans la région. Sonia Brault, maire de Saint-Cyr-l'École, et Annéry-le-Palec, maire de Chevreuse, sont des exceptions. Elles font partie de l'association Eli, lancée ce matin dans le but de promouvoir les femmes dans les Yvelines qui désirent s'investir pour le territoire. Nous, vraiment, ce qu'on voudrait faire partager, c'est notre expérience de femmes élues, faire profiter des femmes qui souhaiteraient s'engager, qui ont des hésitations, des questions, des interrogations, leur montrer que c'est possible. Je reste persuadée qu'une femme et un homme sont complémentaires. Là où je me pose question, c'est sur le fait de devoir l'imposer pour que ça devienne effectif. Face à ce manque de femmes dans les effectifs des exécutifs locaux, comme à l'échelle nationale, la sénatrice Marta de Cidrac a lancé Eli, l'association de promotion des femmes en politique dans les Yvelines. C'est tout simplement de permettre aux femmes d'oser, d'aller plus loin dans leurs ambitions, parce que les femmes ont également des ambitions. Eli accompagnera également les élus dans leur mandat et proposera à ses adhérents des rencontres et des formations autour des mandats politiques. On est toujours en lien parce que l'idée c'est de créer du réseau, l'idée c'est de créer du lien. Cette association est également ouverte aux hommes, interpelle la secrétaire de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Messieurs, nous sommes à vos côtés et nous avons autant de légitimité que vous à aussi à un moment donné nous saisir de cet espace public. La cotisation à l'association Eli est d'un montant de 25 €. C'est un projet entré dans le concret il y a quelques mois après 20 ans de discussion, mais peut-être déjà mis à mal. L'enfouissement de la Nationale 10 à Trappes sera-t-il repoussé suite au chantier préparatoire des travaux de couverture d'une première portion au niveau de la mairie devait démarrer en septembre. Problème, 14 millions d'euros promis par l'État cette année ne sont pas sûrs d'arriver. Le sujet a été évoqué en comité de pilotage. L'État explique faire face à des rentrées financières en baisse dues à la dégradation des radars depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Plus de 60% des appareils auraient été mises hors service. Des arbitrages seront rendus prochainement sur ce dossier de la Nationale 10. Il y a 15 jours, le sud-est de l'Afrique a été touché par le cyclone Idai, pays durement frappé par la catastrophe. Le Mozambique, où le cyclone a fait plus de 500 morts et où une centaine de milliers de personnes sont aujourd'hui sans abri. Pour en parler, Sandra De Pina, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes élue dans la ville de La Verrière et vous êtes également la présidente de l'association verriéroise Enfants du Petit Pays. Et vous avez lancé une collecte pour le Mozambique, pour venir en aide aux sinistrés au Mozambique. Pourquoi lancer cette initiative ? Pour différentes raisons. Ce qui lie aujourd'hui mon association au Mozambique, premièrement, c'est que je suis portugaise d'origine capverdienne, donc il y a ce lien d'ancienne colonie, colonie colonie portugaise, exactement.
Et puis il y a le fait aussi que j'ai des membres de la famille qui sont mozambicains. Et puis j'ai un bénévole qui est de Beira, originaire de Beira. Beira qui est l'une des villes principales du Mozambique et qui est la ville la plus touchée par la catastrophe. Exactement, la deuxième ville du Mozambique en termes de superficie et habitation. Donc ça nous a touchés. Voilà, on avait vraiment envie de faire quelque chose. On a vu qu'il y avait pas des collectes qui sont lancées entre-temps, mais où c'est plus des demandes d'argent. D'accord. Nous, on est dans les deux. Donc, on a créé un litchi en ligne, mais on est aussi beaucoup dans les produits que le numéraire. Alors, quelle est la situation sur place aujourd'hui ? On le sait, plus de 500 morts, des centaines de milliers de sans-abri. C'est une véritable catastrophe sur place. C'est l'une des plus grosses catastrophes, si ce n'est la plus grosse catastrophe que le sud d'Afrique a connue. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'eau n'est toujours pas descendue. Donc, c'est toujours très compliqué de pouvoir secourir les personnes qui attendent toujours. Ceux qui ont survécu sont parfois encore sur les toits en attente. Et ça fait quand même 2 semaines. Ça fait 2 semaines. Voilà. Donc, la situation n'est pas du tout évidente. Et le Mozambique n'arrive pas à faire face aujourd'hui. Donc, dû la raison où plus il peut y avoir d'intervenants, mieux ça sera pour le Mozambique. Et vous l'avez dit, le problème aujourd'hui, c'est que ces eaux ne redescendent pas. Un souci qui se pose après le passage du cyclone, c'est la présence d'eau stagnante et aussi le manque d'accès à l'eau potable et qui sont propices, ces conditions, à la propagation du choléra. C'est une inquiétude sur place ? C'est une inquiétude. Pour l'instant, ils essayent de dire aux personnes de ne pas trop boire cette eau. Jusqu'à maintenant, il n'y a eu que 5 cas. Est-ce que c'est 5 cas qui ont été détectés ou est-ce qu'il y en a d'autres et on ne le sait pas. Mais aujourd'hui, au moment où je vous parle, il n'y en a que 5. C'est plutôt rassurant, mais ce qui peut être inquiétant, c'est que si la situation continue comme ça, les 5 cas vont se multiplier et là, ça ne sera pas la même chose. Du coup, quelles sont les urgences aujourd'hui sur place ? Envoyer des fonds, envoyer des produits de première nécessité ? Des produits de première nécessité aujourd'hui. Après, les fonds, bien sûr qu'il en faut. Puisque aujourd'hui, pour Beira, c'est dans un premier temps, effectivement, essayer de nourrir les personnes, secourir les blessés ou autres. Mais après, il y a toute la phase reconstruction et elle est beaucoup plus longue, celle-là. Et quels produits peut-on donner à votre association ? Nous, on est en train de demander tout ce qui est vêtements, chaussures, hommes, femmes, enfants, bébés. Donc, et puis tous les aliments secs, ça va être comme des pâtes, du riz, des haricots secs et autres. Ça va être des produits d'hygiène, mais ça va être aussi tout ce qui est linge de maison, vaisselle. En fait, à partir du moment où c'est en bon état et propre surtout, ce qu'on demande aux gens, c'est de nous ramener des choses propres, puisqu'en fait, on n'a pas le temps vraiment de les laver aujourd'hui. C'est emballer et envoyer. Donc. Et cette collecte, vous l'avez dit, vous l'avez lancée quasiment les jours qui ont suivi cette catastrophe. Est-ce que vous avez eu pour le moment beaucoup de produits ? Vous êtes en attente encore de beaucoup de produits ? Les personnes ont répondu présentes. D'accord. Celles qui ont eu l'info. Je pense que plus il y aura de monde qui aura l'information, plus ils répondront. C'est pas la première fois qu'on fait des collectes pour soutenir éventuellement une cause. Donc, on a toujours eu des personnes qui sont venues nous soutenir. On a déjà pas mal de choses, mais ça remplit pas encore un conteneur. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'ambassade à Paris a mis à disposition un conteneur afin qu'on puisse envoyer tout ce qu'on va collecter. On n'y est pas. Donc voilà, on aimerait bien que ce soit un, voire même plus que un des conteneurs, mais ça serait bien que on puisse avoir ce qu'il faut. Et pour avoir ce qu'il faut, il faut que les gens aient l'info et que les gens puissent venir. J'allais vous poser la question pour acheminer ces produits sur place. C'est l'ambassade du Mozambique en France, c'est ça qui a mis à disposition un conteneur ? En France, exactement, oui. Qui met en place donc ce conteneur. Comment on donne ces produits ? Comment on prend contact avec vous ? Alors il y a le lien de votre page Facebook qui a pu s'afficher pendant cet entretien. Comment on donne ces produits ? Comment peut-on donner ? Écoutez, il faut les déposer au local que nous a mis à disposition la commune, puisque ça fait 6 ans en fait qu'on a ce petit local. Et donc aujourd'hui, c'est au 11 avenue du Général Leclerc, sur la Verrière. Ou bien, il faut simplement appeler un des numéros, soit le mien, soit celui du bénévole en question, Tito, et avoir des infos concernant éventuellement les heures qu'on peut être là. On a des heures d'ouverture vraiment très précises, mais s'il y a vraiment des plus grandes quantités, on peut venir ouvrir exceptionnellement afin de récupérer les dons. Un dernier mot sur votre association. Outre cette collecte, quel type d'action vous menez sur le territoire ? On en a quelques-uns, éventuellement la Semaine internationale des droits de l'enfant,
tous les ans, du 14 au 20 novembre. Ça fait 5 ans que nous sommes là, ça fait 5 ans qu'on l'a fait. Du moins, on l'a commencé à la 2e année, puisque la première année, on ne l'a pas fait sur la Verrière, on l'avait fait à Fontenay-sous-Bois. Et donc, depuis 5 ans, on le fait sur la Verrière. Et donc, voilà, c'est vraiment dédié aux droits des enfants. C'est vraiment des soirées à thème, des après-midi information, des échanges avec les parents et éventuellement tout ce qui est intervention de la part de l'Amnesty International qui nous soutient et qui nous suit aussi depuis le début. Et cette action du moment, cette collecte donc pour les sinistrés du Mozambique, toutes les informations à retrouver bien sûr sur la page Facebook d'enfants du petit pays. Merci Sandra Depina d'être passée sur ce plateau, présidente de cette association. Une carte scolaire du taux de pollution en Île-de-France, elle a été publiée aujourd'hui par l'association Respire, constat sans appel. 682 des 12 500 établissements scolaires franciliens ont un air extérieur au-dessus des normes de la pollution au dioxyde d'azote. Les écoles les plus touchées sont bien sûr dans l'hypercentre de Paris et la Petite Couronne. À l'instar des autres départements de Grande Couronne, les écoles des Yvelines s'en sortent mieux. Respire préconise de mettre en place des zones à faible émission autour des établissements. Le préfet des Yvelines, Jean-Jacques Brault, était ce jeudi matin en déplacement au centre d'élevage et d'éducation Jacques Bougnol à Buc, un lieu qui forme et qui éduque chaque année plusieurs dizaines de chiens guides pour aveugles et malvoyants, avec l'aide notamment des dons du grand public. Le reportage de Mickaël Edmidoro. Les chiens guides d'aveugles à l'honneur ce jeudi 28 mars, le préfet des Yvelines est venu visiter pendant 2 heures le centre d'élevage et d'éducation Jacques Bougnol installé depuis septembre 2015 à Buc. Au programme, découverte des box de maternité pour les chiots et démonstration avec les éducateurs spécialisés. C'était important de montrer une activité assez méconnue qui est essentielle pour le bien-être d'un certain nombre de malvoyants et d'aveugles et qui a une fonction sociale, humaine extrêmement intéressante, positive. Au total, une quinzaine de chiens sont formés en même temps sur ce site de 2000 m². Ils sont pris en main par 18 éducateurs des 3 mois et demi pour les rendre opérationnels après au minimum 18 mois de formation. Ce sont des chiens qui vont avoir une relation extraordinaire avec leur maître. Voilà. En eux-mêmes, est-ce qu'ils sont extraordinaires ? En tout cas, ils font tout ce qu'il faut pour assumer leur mission. Mais ça, c'est notre responsabilité de choisir des chiens particulièrement équilibrés et particulièrement réactifs à ce qu'on leur demande. Coût total pour la formation d'un chien, près de 25 000 €. Pour les aider, les lieutenants de louveterie des Yvelines leur ont remis un chèque de 500 € lors de cette journée. Samedi, une marche mondiale est organisée pour sensibiliser à l'endométriose. Cette maladie gynécologique touche une femme sur 10 en France et est souvent banalisée. Demain vendredi, Manon Varaldo parlera de ce sujet dans l'émission 7-8 l'hebdo. Un reportage notamment à la rencontre des femmes atteintes de la pathologie, extrait de leur témoignage. J'avais vraiment des douleurs qui étaient assez permanentes et on me donnait du coup du Nurofen. On me disait que c'était normal, que voilà, c'était dû à mes règles. Et je commençais à avoir vraiment des douleurs comme si en fait on vous donne des coups de poignard dans le ventre en fait. Je ne pouvais pas me lever de mon lit par moment, j'étais pliée, fallait que je me mette en mode fœtus. Il n'y a que comme ça que j'arrivais à essayer, on va dire, d'atténuer la douleur. Les médicaments ne fonctionnaient plus, j'avais extrêmement mal et peur aussi de réavoir un prochain cycle parce que les douleurs étaient vraiment très très intenses. On ne peut plus marcher, on va s'évanouir, on a des bouffées de chaleur, on a un zombie quoi. On a un zombie qui souffre. Reportage complet à retrouver demain dans l'émission 7-8 l'hebdo. Invité de cette émission, le professeur Arnaud Fauconnier, impliqué dans la recherche sur l'endométriose. Économie à présent avec le cœur de Saint-Quentin en Yvelines qui poursuit son évolution. Plusieurs opérations de démolition et de reconstruction se déroulent afin de répondre aux besoins des entreprises et des salariés. Exemple ce jeudi avec le complexe Proxima 5 qui a été inauguré. Wilfried Richy et Aurélie Ronce. Avec ses 6700 m², ses 500 postes de travail et ses 170 places de parking, Proxima 5 est la dernière réalisation en date pour CFC Développement, un promoteur immobilier actif depuis la fin des années 70 sur l'agglomération. Je dois en être à 300 000 m² construits sur Saint-Quentin en Yvelines, peut-être plus d'ailleurs, j'ai jamais fait les comptes. On a détruit un immeuble qui avait été construit
il y a 35 ans environ, qui faisait environ 4500 m² et qui faisait rez-de-chaussée plus 2 niveaux. Sur la partie conservée en sous-sol, sur les fondations existantes, nous avons construit un immeuble plus haut, en R+5, plus lourd, à peu près 20% plus lourd. Voilà déjà le paramètre technique spécifique lié à cet ensemble. La direction régionale d'Enedis viendra prendre possession des locaux dans les prochains mois. Enedis arrivé en 2011 à Saint-Quentin en Yvelines et qui s'était alors installé à Montigny-le-Bretonneux. Ce qui nous attire à Saint-Quentin, c'est le développement économique, la présence de nombreuses entreprises, la présence des transports. Saint-Quentin est une terre d'innovation dans laquelle nous, on peut nouer de multiples partenariats avec les autres entreprises du territoire, des start-up, l'agglomération. Saint-Quentin-en-Yvelines dispose de 5 millions de mètres carrés d'immobilier d'entreprise avec encore 250 000 mètres carrés en développement. Grâce justement à des opérations comme celle du Proxima 5 sur laquelle nous sommes aujourd'hui, nous pouvons garder les entreprises sur le territoire qui sont installées dans de l'immobilier obsolète et qui grâce à ces nouvelles opérations justement peuvent déménager mais en même temps se regrouper. On est sur une dynamique, que ce soit sur le Pas du Lac, que ce soit sur le centre de Saint-Quentin, donc Guyancourt, Montigny, on a vraiment une belle dynamique de projets immobiliers. 2 anniversaires en un seul événement, ceux de l'ESA, l'entraide scolaire amicale. Ce samedi à la maison de quartier Pierre Mendès France, l'association fêtera son 50e anniversaire au niveau national, mais également les 10 ans de son antenne à Guyancourt. Et j'en parle tout de suite avec mes 2 invités, Geneviève Sacbohan et Christian Proux. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Vous êtes co-responsable de cette antenne de l'ESA à Guyancourt. Alors l'association propose un accompagnement aux enfants et adolescents que leurs parents ne peuvent ni aider ou ne peuvent pas faire aider. Christian Proux, vous êtes également membre du conseil d'administration de l'ESA au niveau national. Comment s'effectue cet accompagnement ? Alors d'abord, il faut savoir qu'il y a 3500 bénévoles, répartis dans différentes antennes dans toute la France, qui suivent 4100 enfants du CP jusqu'au terminal. Donc comment ça se passe ? D'abord, c'est trouver les familles. Donc ça, on travaille en étroite collaboration avec les établissements scolaires, que ce soit les enseignants ou les assistantes sociales, qui détectent les enfants en réelle difficulté et dont les parents, certains n'ont pas été à l'école ou très peu à l'école, donc ils ne peuvent pas les aider, ou alors ils n'ont pas les moyens pour des cours particuliers, quand on sait combien ça coûte. Donc il y a déjà une indication qui est faite par les enseignants qui les renseignent les parents pour que éventuellement ils nous appellent s'ils sont volontaires. Ça c'est, disons, l'approche des enfants, des familles. Alors l'accompagnement, c'est pas de l'aide aux devoirs, c'est plus que ça. L'objectif, c'est qu'ils soient autonomes à terme, qu'ils puissent travailler eux-mêmes. Donc on fait quand même, on les aide dans leurs devoirs. Il y a l'aide aux devoirs, mais c'est pas que ça. Non, c'est pas que ça, parce que c'est qu'1 heure par semaine. Il faut savoir, notre slogan, c'est un enfant, un bénévole, 1 heure par semaine minimum, et au domicile de l'enfant. Alors pourquoi au domicile de l'enfant ? Parce que c'est important qu'on ait le contact avec les parents. On exige qu'il y ait au moins un des 2 parents qui soit présent quand on vient, pour ne serait-ce que pour montrer ce qu'on fait. Parce que c'est une de nos missions, c'est d'aider les parents à comprendre les enjeux scolaires. On les emmène voir les enseignants, on prend des rendez-vous avec les enseignants, parce qu'ils n'osent pas toujours aller voir l'enseignant. Donc ça, c'est important, parce qu'on sait que la réussite des enfants, ça passe par... C'est primordial de les aider, c'est primordial pour le futur de l'enfant. Tout à fait. Puis ça passe par une collaboration étroite du bénévole avec l'enseignant et avec les parents, parce qu'on ne remplace pas les parents. Donc, et si on veut que cet accompagnement passe par la réussite, il vaut mieux que ça soit au bout de 2 ou 3 ans que l'enfant puisse être autonome et puisse continuer à profiter de la scolarité. Et vous en parliez, c'est une association qui est implantée dans toute la France. Alors, oui, c'est une association qui a donc été créée en 1969 à Paris, qui s'est mise dans tous les arrondissements de Paris, puis ensuite dans l'Île-de-France et maintenant en province. Actuellement, donc les enfants, ça se répartit à peu près moitié en province et moitié en Île-de-France et à Paris. Il a été reconnu d'utilité publique, d'ailleurs. Reconnu d'utilité publique, et ce qui est surtout important, c'est qu'on soit reconnu par l'Éducation nationale en tant qu'association éducative complémentaire de l'enseignement public. Et ça permet de mettre des projets avec les établissements scolaires, on aura l'occasion d'en parler. Sur les Yvelines, est-ce que c'est bien implanté ? Est-ce qu'elle est bien implantée, cette association ? Sur les Yvelines, il y a 150 enfants qui sont suivis dans 7 villes. Guyancourt, il y a aussi Rambouillet,
il y a aussi Conflans-Sainte-Honorine, Le Chesnay, Trappes et aussi Carrières-sur-Seine. Et donc ça fait 7 communes qui sont donc où l'ESA s'est implanté et qui aide des enfants. Et cette antenne aussi à Guyancourt, je me tourne vers vous, Geneviève Sacbohan. 10 ans qu'elle existe, c'est un anniversaire important, on peut le dire, pour l'antenne de Guyancourt? Oui, bien sûr, 10 ans, oui, c'est... Surtout qu'au début, il n'y avait que quelques bénévoles. Maintenant, cette année, nous sommes 40 bénévoles et nous suivons 46 enfants. La place du bénévole, on l'a compris, est importante pour cet accompagnement. Il y a toujours un besoin. Sans bénévole, on ne peut rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Il y a des besoins en bénévoles, pas spécialement? En ce moment, il n'y a aucun enfant... tous les enfants ont bien un bénévole, mais on va commencer à préparer la rentrée prochaine. Donc, si des personnes veulent nous rejoindre, pas de problème. Et depuis 10 ans, combien d'enfants ont pu être accompagnés par les uns? On n'a pas fait le calcul, mais ça doit en faire pas mal, plusieurs centaines. 200 enfants. Ça fait 200 enfants, d'accord. Et en ce moment? En ce moment, 46 enfants. 46 enfants qui sont accompagnés. Les 2 tiers sont plutôt en primaire, et 1 tiers en collège et 2 en lycée. Et comment, justement, fonctionne cette antenne de Guyancourt? Alors, cette antenne, en fait, elle fonctionne... nous sommes en relation très étroite avec 9 écoles primaires et puis les collèges de Guyancourt. Donc, ce sont les enseignants, les équipes éducatives qui nous signalent des enfants en difficulté. Et ensuite, donc, Christian ou moi, nous allons rencontrer la famille, l'enfant, et on revient après avec un bénévole. On leur présente un bénévole, et ce bénévole, après, accompagne l'enfant pendant au moins une année scolaire. On l'a compris, ce lien avec les écoles du territoire, ça c'est aussi très important de ce travail de collaboration finalement. Oui. Et même le bénévole après continue à être en contact avec l'enseignant. Si on veut que l'aide soit efficace, il faut que le bénévole puisse comprendre exactement quels sont les points faibles de l'enfant. Et en plus, le bénévole permet aussi de renforcer les liens entre les parents et l'enseignant. Une dernière question, 50 ans au niveau national, 10 ans pour cette antenne de Guyancourt. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cet anniversaire, pour ces anniversaires? Déjà, l'anniversaire se présente bien, parce qu'on fait donc une petite fête, vous en avez parlé. On a déjà au moins 120 personnes qui vont venir. Madame le maire de Guyancourt a dit qu'elle viendrait aussi. La présidente de l'association va venir aussi. Au niveau national? Au niveau national. Et on a aussi une principale du Collège des Sceaux, avec qui on travaille très étroitement, où il y a justement une ECPA, c'est l'enseignement général professionnel adapté, avec qui on a de bons rapports. Donc ça va nous permettre peut-être de continuer à se développer sur Guyancourt, et puis grâce à vous, sur les Yvelines. Eh bien, on vous souhaite un bon anniversaire. Merci à vous deux, Geneviève Sacbohan, Christian Proux, d'être passés sur ce plateau pour les 50 ans de l'ESA au niveau national et les 10 ans de cette antenne à Guyancourt. Pour refermer ce journal, partons à la rencontre à présent de François Guérin. C'est un habitant de Saint-Rémy-les-Chevreuse. Après avoir sillonné le monde comme commercial, cet habitant a décidé de mettre à profit ses connaissances du monde de l'entreprise. Il a créé et conçu, il a élaboré un jeu pour sa ville. C'est le portrait de la rédaction signé Marilène Yapichino. Qui veut des cœurs? J'aime. Distribution de petits coussinets appelés bags à l'espace jeune de Saint-Rémy-les-Chevreuses. Ce jour-là, les enfants vont découvrir le backboard. 3, 2, 1, c'est le premier qui a 21 qui a gagné, mais il ne faut pas qu'il dépasse 21, autrement il redescend à 15. 3 points pour un bag dans la cible, 1 point s'il reste sur la planche. En équipe, des variantes sont possibles. Sportifs, les jeunes de Saint-Rémy-les-Chevreuses font un relais. Objectif, 50 points. T'es à combien là 48 je crois. C'est super bien, il faut courir mais c'est bien. Ce jeu ne vient pas de bien loin, François Guérin l'imagine et le peaufine chez lui à Saint-Rémy-les-Chevreuses. Tout a commencé avec un prototype qu'il a lui-même fabriqué. Mais le premier était avec la même idée mais avec une caisse derrière qui permettait de mettre les bags pour les transporter. C'est quand même très compliqué, c'est lourd, c'est pas facile à fabriquer, mais bon, l'idée était là. 1 an de réflexion pour élaborer l'objet final qui a déjà fait des petits. Backboard Family, Backboard Adapt, Backboard Happiness, Family pour le grand public, Adapt pour les EHPAD et le handicap,
et Happiness pour les entreprises sont nos marchés principaux pour le moment. Le tout est stocké et conditionné au fond de sa cour. Bienvenue dans la Backboard House. Là, j'ai 400 backboards qui viennent d'arriver. Et donc, l'idée, c'est que maintenant, il faut les conditionner, les emballer. Et c'est moi qui m'en occupe parce que je vérifie chaque planche une par une et chaque coussinet aussi un par un pour avoir une qualité maximale. Une qualité 100% Saint-Rémy-les-Chevreuses, François Guérin s'entoure des artisans de la commune pour parfaire son jeu. Le menuisier conçoit les planches et les retouches depuis le début du projet. Il en est de même pour la couturière. Le deuxième objectif, c'est des nouveaux sacs. Quand il a une nouvelle idée, il vient me voir, on réfléchit ensemble et je dis écoutez non ça va pas, ça c'est pas comme ça. Et au niveau couture, je suis intransigeante sur les aspects que je vois. Il faut que ce soit parfait. Avec 3 backboards à son actif, François Guérin ne compte pas en rester là. Son but, développer cette entreprise pour ensuite la céder à un jeune ou une personne en recherche d'emploi. À la voix de ce reportage, Marilène Yapichino, que vous retrouvez dans un instant pour l'émission 7-8 Loisirs. C'est la fin de ce journal. Belle soirée avec TV78.